2006, il y a eu un événement terrible en France. Donc c'est l'agilité en fait en quelque sorte. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire de l'agilité. Les 1000 premiers jours sont capitales pour la suite du développement de la résilience de l'être humain. Ils étaient liés comme une religion en fait dans cette entreprise. En présentiel, tu as 7 aires cérébrales qui s'activent aussitôt alors qu'on n'a pas parlé encore, alors qu'en virtuel, il y en a un seul. On reçoit aujourd'hui Benoît Chalifou dans notre podcast avec Benoît. Avec Benoît. C'est dur de vous différencier aujourd'hui là, entre les deux. On peut m'appeler Benny, là. Si tu Benny, veux. ce sera encore plus simple. Donc pourquoi Benoît Chalifou aujourd'hui? Parce que on a fait l'Agile Tour de Montréal au mois de novembre. Ouais. Et on a eu la chance de participer du coup au keynote où tu présentais ta conférence sur la résilience. Ouais, c'est ça. Hein. Exactement. Et on a été un petit peu J'ai découvert stupéfait. que Camphone était mon tuteur. C'est vrai? Nice. J'adore. On a appris le mot tuteur. Ouais, exact. Et que tu étais mon tuteur aussi au travail. C'est vrai? Exactement. Ouais. Nice. Et donc on était quand même assez surpris par ton énergie sur scène. C'était un truc fou. Ouais, ton énergie sur scène, c'était incroyable. Merci. On s'est dit qu'avec Benoît, jamais on arrivera à atteindre un niveau comme ça. Non. Déjà, on s'est dit, il faut que Benoît il en fasse son métier. Ce serait bien qu'il commence par ça. Ouais. Et t'en fais ton métier. Donc t'es conférencier, donc conférencier dans la vie professionnelle, et en même temps t'écris des livres aussi. Et... Ouais, j'ai moins le temps en ce moment, mais effectivement. Puis avant, moi, j'enseignais à l'université, en fait. Donc, je faisais la même chose. Je faisais un spectacle aux étudiants. Okay. Ils étaient un peu décoiffés, là. Et autant d'énergie avec les étudiants. Ouais. Moi, je peux avoir 4 personnes, pas en avoir 200. Je sais pas, on était combien la dernière fois, mais peu importe. J'aime amener un spectacle. Je veux que ça soit léger, avec une profondeur. Je veux énergiser la salle, puis je veux les faire réfléchir un tantinet également. Non, c'était vraiment beau. C'était pas mal de messages que tu as passés justement sur cette conférence-là. Et donc, on a voulu travailler un peu l'empathie et faire découvrir l'empathie un peu à notre public là, sur notre podcast. On s'est dit que peut-être que Benoît Chalifou serait la bonne personne. Et pourquoi peut-être? Parce qu'on ne voulait pas oser t'inviter. OK. Et on a lancé un message sur LinkedIn. Et tu as accepté gentiment. Ah oui. C'est un incroyable. privilège à chaque fois. Exactement. Je crois que ça nous a fait la semaine. Il y a Benoît Chalifou qui vient sur le podcast. Ça va être un privilège, honnêtement. Puis je trouve intéressant le fait que vous vouliez juxtaposer l'empathie et la résilience, parce que pour moi, l'un nourrit l'autre. Et on l'expliquera. Exact. Et on veut justement voir l'empathie, de l'empathie arriver sur la résilience, et qu'est-ce qu'on peut justement tirer de ça dans les équipes. Donc nous on travaille dans l'agilité, donc Benoît Product Owner, moi Scrum Master, et je pense que l'empathie dans une équipe agile aide beaucoup 100%. à progresser ensemble. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi tu as la gentillesse de venir avec nous. Oh, beaucoup de plaisir. C'est plus nous qui sommes invités. Ouais, c'est vrai. Je pense que non, c'est moi qui ai été invité. Vous m'avez déjà offert un dessert d'un délice extrême. Donc, ça se peut que je me mette à m'endormir parce que là, je suis en mode digestion. Je suis pas habitué de manger ce genre de dessert à cette heure-ci. Okay. Ben on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, ouais, vraiment, c'est 2 thèmes que j'affectionne particulièrement et que je dois avouer, plus que j'ai découvert, moins que je connaissais. Okay. Il y a un concept là, de plus en plus, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, l'illusion de l'explication profonde. C'est-à-dire qu'on pense connaître quelque chose et plus qu'on le découvre, moins qu'on le connaît finalement et plus qu'on l'apprivoise. Et ces 2 thèmes, je continue de les apprivoiser en fait. Ok, d'accord. Et donc justement, empathie et résilience, si on devait définir ça facilement, comment on pourrait les définir pour que tout le monde comprenne? OK, commençons par l'empathie, à ne pas confondre avec la sympathie ou la compassion. C'est très, très distinctif l'un et l'autre, et les autres. Fait que l'empathie, moi, j'aime bien la définition assez reconnue qui va comme suit: connecter émotionnellement avec l'expérience de l'autre. Connecter émotionnellement avec l'expérience de l'autre. En mode projet, en mode agile, c'est très important. Quelqu'un je sais pas moi, qui a dépassé les délais, puis que tu vois qui est vénère, qui est en colère, est-ce que tu es capable de connecter émotionnellement avec son expérience, c'est-à-dire aller à la rencontre de sa perspective un tantinet? Pour moi, c'est la plus belle définition. Et sur la résilience, il y en a quand même 2. J'aime beaucoup celle de Boris Cyrulnik, un grand père fondateur de la résilience, qui habite dans le sud de la France d'ailleurs.
J'aime beaucoup ses écrits. Lui met en lumière la résilience individuelle d'une manière très bébête. Un nouveau départ après un traumatisme. Ok. Ouais. Sachant que 92% d'une population va vivre un traumatisme une fois dans leur vie, Mhm. ben ça s'applique à tout le monde. Et après, j'aime beaucoup la définition collective. Euh, Être capable, la capacité d'un être humain ou d'un groupe de faire face à de l'adversité et d'en ressortir et de grandir, croître dans l'adversité en d'autres termes. Parce que ben, on a des outils qui nous ont permis de le faire. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Il faut développer des outils, ça comporte du travail, la résilience. Voilà. Ok. Donc l'empathie, en fait, c'est moi comment je le perçois, c'est en fait comprendre la personne en se mettant à la place de cette personne-là quand il y a quelque chose qui arrive ou que ce soit. Ben, moi, je trouve que le mot comprendre est un peu trop intense parce que comprendre, je sais pas pour vous, moi j'ai une quarantaine d'années derrière la cravate, je suis rempli de travers, parfois je me comprends pas moi-même. Et donc, quand on parle de nos rapports professionnels, je trouve qu'on devrait calmer nos ardeurs et pourquoi pas parler de simple découverte perpétuelle de l'autre. Parce que pour moi, dans votre univers et dans d'autres univers, la découverte perpétuelle nous permet de mieux découvrir l'autre, c'est-à-dire par des talents, des rythmes de vitesse, des savoirs, des caractères, des tempéraments. Et ça nous permet de se mettre à sa hauteur pour être à la hauteur. Et donc, j'aime mieux le mot découverte perpétuelle que comprendre. C'est quand même assez audacieux de dire je vais comprendre l'autre Ouais. versus Oui, le c'est vrai. découvrir. Ouais. Donc, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Il y a une nuance entre les Donc, deux. Ouais. découvrir l'autre. Et est-ce qu'on peut vraiment comprendre l'autre? Est-ce qu'on peut vraiment se mettre à la place? C'est pour ça que je dis aller à la rencontre de l'autre plutôt que de dire se mettre à sa place. Aller à sa rencontre, le découvrir, un tantinet. Ok. Ouais. Discuter, essayer plus de voir ce qui va pas et Juste activer découvrir. sa curiosité. Ouais, Mhm. exact. C'est un muscle formidable chez vous quand vous êtes en mode projet. Être curieux de la perspective des uns et des autres, de leurs enjeux, de leurs défis. Et c'est ça qui fait qu'on est plus sensible à l'autre. Mhm. Il y a des outils qui permettraient à des personnes comme Benoît, comme moi, pour travailler l'empathie dans les équipes. Ouais. Moi, le muscle que j'aime le plus, que j'arrête pas de marteler partout où je passe, c'est de développer une curiosité sincère de l'autre, mais sincère. Euh, Ne pas être dans les stéréotypes boiteux et surtout pas dans des conversations insignifiantes. Il fait beau, hein, dehors. Non. Le small talk qui mène nulle part. Moi, je trouve que s'il y a quelque chose qui est facile à accéder, qui est un outil universel parmi d'autres, hein, c'est cette curiosité. Parce que cette curiosité de questions, et c'est pas l'histoire de questions ouvertes ou fermées, hein. Souvent, les gens parlent de questions ouvertes, fermées. Pour moi, c'est pas ça. C'est surtout quelle nature la réponse va amener. Euh, Est-ce que ça va déclencher des émotions? Si oui, ben, il va y avoir une connexion, une découverte. Est-ce que ça va déclencher des expériences significatives? Mhm. Tu sais, en mode projet, ben, tu en as fait plein de projets dans ta vie. Donc, si je m'arrête et je te pose des questions en lien avec tes expériences, par exemple, un de tes projets où tu as le plus kiffé ou un de tes projets où vraiment là, ça a été le plus dur pour toi et je le distille, ben, je vais découvrir toutes sortes de choses, tu vois. Donc, émotion, expérience significative, valeur. Qu'est-ce qui t'amène à aimer tant ton travail? Qu'est-ce qui t'a amené à étudier dans ce domaine-là? Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans. Ben, ça amène. Donc, c'est des découvertes, ça, pour moi. Donc, c'est vraiment la nature de la réponse qui est le plus importante et non pas question ouverte ou fermée. Ouais. J'avais, comment dire, je sais plus, je crois que c'était un de mes anciens managers qui m'avait dit, c'est marrant parce que en entreprise, on se pose toujours le matin la question, ça va? Et en fait, même si la personne répond non, on va pas spécialement aller demander plus ou Exactement. autre. Ouais, exact. Et il m'avait appris, il m'avait dit, intéresse-toi plus à la personne. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée hier? En fait, c'est peut-être pas de dire une question ouverte, mais vraiment d'arrêter le ça va impersonnel Machinal. voilà, machinal, mais d'aller vraiment s'intéresser, ou sinon de pas poser la question du tout. Et Benoît, Une forme de politesse. et tu as tellement raison, et ça peut aller beaucoup plus loin que juste comment a été ton week-end, parce que ça, c'est le premier degré. Mais les personnes qui sont très sensibles à l'autre, qui veulent véritablement créer une connexion, ce qui a été déposé le vendredi,
peut très bien servir à créer une véritable connexion significative, le retour. Mhm. Par exemple, moi, j'ai un tournoi de hockey avec mon garçon ce week-end. Si je te dépose ça aujourd'hui, puis que je suis tellement excité, puis je le dépose dans la conversation sans m'en rendre compte, Comment ça et, s'est passé? et qu'au retour, le lundi, tu me dis comment était le tournoi de ton gamin ce Exact. week-end. La durée va être la même, mais l'intensité de la connexion Mhm. va être tout autre. Mm. Et en mode projet, on sous-estime beaucoup, à mon sens, ces brides de connexion que chaque fois qu'on les accumule, Mhm. ben, le degré de confiance s'accélère, de l'engagement, de la motivation de travailler ensemble. Ouais, exactement. Donc, ça n'a pas besoin de durer longtemps, mais c'est des découvertes perpétuelles et des connexions très subtiles, mais qui changent la donne. Mhm. Et ça, je le vois, hein, toi, dans tes daily meetings ou même dans mes daily meetings. Toujours, je vais faire attention justement à me souvenir de ce qui s'est passé en fait la veille ou avant le week-end. Des personnes qui travaillent avec moi, toujours je leur demande comment ça s'est passé, tout ça, justement, pour Ouais. m'intéresser à eux, etc. Et si Et vous, ça change tout. ouais, puis si vous avez un problème de mémoire ou parce que vous avez trop, ben, prenez des notes. Mm. C'est très significatif, très, très significatif. Pour moi, c'est la base de l'empathie. Je parlerai pas de l'empathie dans des profondeurs quand quelqu'un vit un deuil, une maladie, machin, et Mhm. ça va arriver. Et il faut être en résonance émotionnelle dans ce cas-là. C'est tout un autre type d'empathie. Mhm. Mais pour moi, si on veut offrir aux gens qui nous écoutent un outil universel, ça serait de cultiver ce muscle intéressable de la curiosité. Ouais. Ouais, exact. Ouais, faut être curieux envers l'autre, etc. Mais c'est marrant parce que, bah alors on va peut-être aller un peu trop loin dans ma question, mais on a des personnes qui sont un peu plus introverties ou non. Comment on peut réussir à développer ce muscle-là de curiosité chez les gens? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils n'ont pas du tout envie de discuter. On est quand même en entreprise où on doit travailler avec ces gens-là. Donc même si ça vient de nous, est-ce qu'on peut les aider, ces personnes-là, à essayer de développer ce muscle? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que si je lui dis, sois plus curieux, ça va pas marcher tout de suite. Comment on peut essayer de l'intéresser à la chose? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou... Très, très bon point. Et puis, moi, je dirais toujours que on écoute très rarement ce que l'autre dit. On imite. On imite à la perfection. Et c'est ce que Mhm. mes enfants sont extrêmement curieux. Mais c'est simplement parce que je l'incarne au quotidien. Et donc, je vous dirais que la meilleure manière de le faire, et je serais en désaccord avec la première bride de dire qu'il y en a qui sont pas intéressés je n'ai jamais eu un individu qui n'a pas entré dans ma trappe à lapin où j'ai entamé une véritable curiosité et qui s'est laissé. Ça m'est arrivé pendant que je travaillais là, hein. Il y avait 3 personnes. J'ai découvert le mec, je savais très bien qu'il était d'origine camerounaise parce que j'ai déjà été au Cameroun et j'avais l'oreille fine. J'ai dit, vous êtes Camerounais, hein? Là, il a été saisi. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un de ses potes qui était Camerounais aussi, il ne le savait même pas. Et là, j'ai entamé tout un débat entre les trois. L'autre venait de Toulouse. Je ne sais plus c'est quoi son prénom. Et là, moi, j'étais content parce qu'après 8 minutes, là, ils se sont mis à converser. Ben, ils n'avaient jamais entamé ça. Ils sont peut-être nouveaux, je n'ai aucune idée. Mais mon point, c'est quoi? C'est qu'il n'y a personne qui va te dire à ta curiosité sincère, c'est pas de tes foutues affaires. Je n'ai jamais vécu ça dans toute ma vie. Ils vont dire ah non, moi, ça ne m'interpelle pas, mais ils vont se laisser prêter au jeu sans s'en rendre compte. Et Mhm. donc, pour moi, c'est par imitation, par modèle. Plus qu'on a des modèles qui nous montrent la curiosité, plus que c'est invitant à le faire à son rythme, à son intensité. Mais pour moi, c'est un petit peu comme la bicyclette ou autre, ça s'apprend. Mhm. Et il y a un syndrome de l'imposteur au départ. Un petit peu comme mon garçon qui était à 2 roues alors qu'il y avait 2 autres roues qui le supportaient en Ouais. bicyclette. Et il me regardait, il disait, papa, regarde, je suis capable. Il n'était pas capable, il y avait 2 autres roues. Il y a le syndrome de l'imposteur, on fait semblant d'eux, et à un moment donné, ça devient un muscle qu'on active naturellement. Mm. Et juste pour info, Benoît, il est resté, je crois, 5 minutes avec les 3 personnes, Ouais. quoi. Et t'as réussi Ça, c'est fort. à dégager tout C'est ça très, en très fort. 5 minutes. Ouais, ben, je peux te raconter plein de choses. C'est incroyable. C'est vrai que je suis rentré, il parlait et tout ça, là, et comme si Benoît était pas là, quoi. Ah, Alors qu'ils te connaissent pas, tout ça, et en fait. ben, il y a un truc, il y a des recherches qui ont démontré que les gens sont prêts à aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus vite qu'on le pense. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'isolement a triplé juste au Québec. Mhm. Et on est une bébite sociale. Et donc, dès qu'on a cette chance, cette capacité
de dire quelque chose à l'autre, ben, on va le dire, sincèrement. Et donc, puis des fois, c'est juste d'entamer une petite étincelle et tu laisses la brèche Mhm. et faire son chemin et il y a une belle connexion. Voilà. Je pense que ça va aussi beaucoup avec tu sais, la posture que la personne a aussi, puis tu sais, si t'es souriant, tout ça, tu vas aussi plus facilement te confier et puis discuter aussi plus facilement, non? Ouais, ouais, mais moi, même le plus bougonneux, j'ai toujours vu ça comme un défi Ouais. de lui permettre de s'ouvrir comme une fleur. Chaque être humain a envie de s'ouvrir à quelqu'un. C'est juste qu'il faut trouver le bon filon d'or. Et il y a un mot très important, c'est être authentique. Ne pose pas une question pour laquelle tu n'es pas intéressé. Ça va Mhm. ressentir. Exact. C'est le ressenti. Hein. L'empathie, c'est ressentir. Ouais. C'est qu'il y a une connexion émotionnelle, une résonance émotionnelle. Les fameuses 3 lignes de Wi-Fi. Mhm. On sent qu'il y a une résonance. Donc, pour l'empathie, pour moi, c'est vraiment un outil universel, surtout pour la résilience collective d'un groupe, parce que on a beaucoup décortiqué les données des groupes les plus résilients, organisationnellement parlant, Mhm. puis on s'est rendu compte que les groupes les plus résilients, quand l'adversité se dresse, c'est des groupes dans lesquels les membres se soucient les uns des autres. Mhm. C'est juxtaposé. Le facteur numéro un d'une équipe résiliente, c'est à quel point on se soucie les uns des autres. Oui, Euh, alors, bonne chance en mode télétravail à temps plein. c'est difficile. Ouais. Ben, il faut créer le lien, il faut le Ouais. forcer, faut l'activer parce que mon micro-ondes ne se trouve pas dans la même place que le tien. Mhm. Mhm. Ah, c'est ce que tu disais dans ta conférence, là j'ai le tour, c'est que la question justement qui permet de faire la connexion, faut le faire dès le début, avant le daily meeting par exemple, quoi. Ouais, Juste, petite bride, voilà, exact. puis les gens te tentent beaucoup plus d'informations qu'on le pense, hein. Mm. Et ça prend rien, ça prend même pas une minute, quoi. Donc, et puis Absolument. après, ouais, tu crées des connexions qui durent longtemps, quoi. Ouais. Ah non, c'est fou. Ok. Et donc là, on a parlé d'empathie. Du coup, comment on arrive à la résilience maintenant avec l'empathie? Ben, c'est-à-dire que pour moi, l'empathie est ce muscle qu'on doit cultiver. Et puis, plus qu'on le cultive, plus qu'on découvre l'autre. Et plus qu'on découvre l'autre, plus qu'il y a une connexion qui s'établit. Plus qu'il y a une connexion, plus qu'il y a un sentiment d'appartenance qui va émerger. Et plus qu'arrive ce concept, ben, plus que quand l'adversité se présente, ben, on est tissé serré. Donc, on a envie d'aller à la bataille ensemble, si je peux dire. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? En fait, l'empathie permet de créer justement cette connexion entre les individus Ouais. pour ensuite être de front tous ensemble quand il y Ouais, a une quand difficulté qui se l'adversité, rencontre. et puis là, évidemment, la résilience, c'est un gros concept parce que tu as la résilience individuelle, qui est quelque chose en soi, hein. Rappelez-vous, je vous parlais d'un nouveau départ après un traumatisme. Ouais. Par exemple, immigrer, pour moi, c'est quand même quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si c'est un traumatisme, mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça a été un traumatisme. Parce qu'ils laissent la famille, parce qu'ils s'attendaient à X, puis c'était plutôt Y. Et donc, on s'est rendu compte que les gens résilients, ben, ils ont développé des facteurs de protection et les gens moins résilients, ben, ils ont des facteurs de risque. Donc, la résilience, on lui a donné un cadre, nouveau départ après un traumatisme, ça va. Mhm. Ou collectivement, à faire face à l'adversité et en sortir renforcé, OK. En fait, j'aime beaucoup l'analogie, avant de vous présenter les facteurs de protection, j'aime beaucoup l'analogie japonaise de l'art traditionnel, le kintsugi. Oui. Ça met beaucoup en lumière la résilience. C'est qu'au lieu de cacher une porcelaine brisée, au lieu de cacher ses fissures, ben, l'art traditionnel kintsugi, jointure en or, c'est comme ça qu'on le traduit, ben, ça met en lumière des cicatrices avec de Bien l'art. sublimé, oui. Ouais. Et donc, dans une organisation comme la vôtre, la résilience, c'est de mettre en lumière les erreurs, les échecs pour faire mieux et sortir renforcé de ces moments Mhm. d'échec, d'apprentissage. Ouais. Et pour la résilience individuelle, vous avez une idée de quels seraient les facteurs de protection les plus importants à cultiver? Au niveau individuel? Ouais. Parce qu'avant de parler collectif, il y a quand même beaucoup de choses qui regardent l'individu. Mhm. On part pas de la même endroit, hein. C'est bien documenté que, ben, Boris Cyrulnik, je vous parlais tantôt, il a bien documenté que les 1000 premiers jours, je trouve ça un peu affolant comment qu'il met en lumière, mais il dit les 1000 premiers jours
sont capitales pour la suite du développement de la résilience de l'être humain. Et donc, les 1000 premiers jours, si tu es en carence affective, ça va être très compliqué par la suite. Mhm. Ouais. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que c'est très important aussi, au-delà de la carence affective, qui est vraiment quelque chose de monstrueux. Si tu as une carence affective dans tes 1000 premiers jours, tu pars pas au même point de départ pour développer ta résilience. Ouais. Ça veut dire que ben il y a des choses qu'on contrôle pas sur la résilience parce que ces 1000 premiers jours, on n'est pas nécessairement autonome. Et la deuxième chose qu'il disait, c'est qu'il faut absolument que ces enfants, pendant les 1000 premiers jours, développent beaucoup d'autonomie. Donc, qu'on n'ait pas des parents hélicoptères. Et donc, qu'on voit que mon papa, ma maman soient là, mais qu'ils me laissent me débrouiller Mhm. et développer mon sens de l'autonomie. Et ça contribue à la résilience. Maintenant que j'ai dit ça, ben, les facteurs de protection, pour vous, dans votre métier, dans les métiers des gens qui vont nous écouter, j'aime beaucoup parler de l'optimisme réaliste, par exemple. Ça, c'est un facteur de protection. C'est des gens qui sont capables d'assumer les faits brutaux qui sont devant soi, accepter que ça va faire mal, Mhm. Mhm. tout en ayant cette capacité d'être porteur d'un optimisme pour le futur. Vous comprendrez qu'un facteur de risque, ça serait le Le pessimisme. pessimiste, ouais. Vous voyez? Ouais. Mais là, c'est intéressant parce qu'on peut faire notre diagnostic de notre personne. Puis la personne qui n'aurait pas un facteur de protection, mais pas le facteur de risque, c'est-à-dire neutre, ça serait celui qui est optimiste, lunettes roses, sans cette capacité à affronter la réalité. Il la pousse plus loin. Oui. Mhm. Fait que vous, dans votre métier, c'est important, ça. La lucidité. Est-ce que ce projet, on devrait, même si on investit 2 millions, avoir la lucidité de l'abandonner? Mhm. Mhm. Par exemple, euh, est-ce qu'on est capable d'être confronté au fait qu'on n'aura pas la capacité de livrer le projet en temps et en heure, mais d'être gardien de l'optimisme par ailleurs? Optimiste réaliste, c'en est un que j'aime beaucoup. Parce que quand les intempéries se dressent personnelles ou professionnelles, il faut être capable d'assumer les faits brutaux, avoir la lucidité Mhm. au moment présent, tout en ayant cette capacité de voir un futur radieux. Et c'est pour ça que nos gouvernements ont été catastrophiques pendant la COVID. Ils ont dit, nous avons un peuple résilient, bonne chance. C'est faux. Chaque individu de cette population avait des capacités de résilience différentes. Mhm. Fait que quand tu déresponsabilisais le gouvernement et disais, ils sont résilients, on va être... on n'a pas- le peuple n'est pas résilient. Les individus ont des capacités de résilience différentes. Ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment l'optimisme naïf qui mettait en lumière quand il disait ça. Ok. Vous voyez, ça, c'en est un, là. J'en ai à peu près une quinzaine, hein? Ouais. Donc, optimiste réaliste, c'est, donc si je résume, c'est être optimiste sur le moment présent, mais réussir à se projeter. Non, pas être optimiste sur le moment présent, être lucide Ok. au moment présent avec les faits brutaux parfois Ok. et être porteur de l'optimisme pour la suite. Ok. Ça marche. C'est pas d'être optimiste là, c'est tout simplement d'avoir cette lucidité. Mhm. C'est pas donné à tout le monde, ça. Hmm. Ça, c'est le premier. Un autre que j'aime beaucoup, c'est la flexibilité cognitive. C'est gestion de projet, c'est le mode agile, hein? Ouais. Hmm. C'est le facteur de protection par excellence de nos gestionnaires de projet, là, on Mhm. s'entend. Vous comprendrez que si ça, c'est un facteur de protection, le facteur de risque, ça serait quoi selon vous? Comment Si dire? la flexibilité cognitive est un facteur de protection, le facteur de risque, ça serait la pensée figée. Ouais, c'est Ok. pas du tout de flexibilité Ben non. du tout. Ah non, c'est comme ça. Les gens qui sont pas flexibles cognitivement, ils confondent rigueur et rigidité. Ils sont dans la rigidité alors qu'ils pensent qu'ils sont dans la rigueur. Mhm. Ok. Ouais. Ils mélangent les deux, quoi. Alors que c'est pas pareil. Ben, Ouais. Ouais. flexibilité cognitive, Mm. c'est d'être confortable, d'accueillir de la nouvelle information, des délais différents, des ajouts, et d'être confortable de les accueillir sereinement et de trouver des voies de passage, Mm. de ne pas être résistant à toutes Mhm. ces choses-là. Donc c'est l'agilité, en fait, en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'agilité. Ouais. Est-ce qu'on peut retrouver plusieurs de ces facteurs chez une même personne?
Bien sûr. Surtout ce que tu as cité là, j'aurais plus tendance à dire que le côté flexible et positif, ça me correspond. Parce C'est que je plus, sais que, ouais. en général, quand il y a, que ce soit des nouvelles demandes ou autres avec mon équipe, j'ai plutôt tendance à dire, pas de panique, tout va bien se passer, on va y arriver. Vous avez réussi jusqu'à maintenant, on va juste revoir nos plans, je vous accompagne et puis on est dedans. Ben, c'est-à-dire, Benoît, je vais en nommer quelques-uns d'autres, je pense, qui vont être pertinents dans votre univers, mais c'est-à-dire que pour chacun des facteurs, on se retrouve soit à l'extrême du spectrum, on est vraiment dans notre posture au quotidien avec un facteur de protection lumière verte. Dans d'autres, on se trouve plutôt au milieu, lumière jaune. On essaye de sillonner un peu plus vers le facteur de protection, mais on n'y est pas. Ouais. Et dans d'autres cas, on est plutôt dans le facteur de risque, lumière rouge. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs facteurs et donc, on n'est pas au même niveau à chaque. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on est capable de faire un diagnostic de où on se trouve. Oui. Tu vois? C'est ce que j'allais demander. C'est comment on peut faire ça, ce diagnostic-là, nous-mêmes? Ben, je pense que c'est en utilisant des exemples concrets d'événements, que ce soit un projet dans lequel tu as été impliqué, par exemple, ou dans ta vie personnelle, un événement plus difficile, et d'essayer de juxtaposer où tu te trouvais dans chacun de ces facteurs-là. Tu sais, d'avoir cette capacité d'être réaliste sur dans quelle posture tu te trouvais. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'on peut s'améliorer en étant conscient et en développant ces aptitudes-là. Prendre des moments d'arrêt. Donc, on a parlé d'optimisme réaliste, on a parlé de flexibilité cognitive. Un autre que j'aime beaucoup parler, c'est la flexibilité émotionnelle. Tu sais, quand tu as une intempérie, une très mauvaise nouvelle, tu as 3 personnes qui viennent quitter le navire alors que tu dois livrer. Est-ce que tu prends le nord et tu deviens en état de panique ou tu restes serein, calme, avec un calme olympien pour ne pas faire prendre la tempête chez tes équipes? La flexibilité émotionnelle, la souplesse émotionnelle qui est un facteur de protection, c'est des gens qui accueillent sereinement chacune des émotions. Non seulement ils les accueillent, mais ils les écoutent, ils les distillent, ils s'en vont chercher le pourquoi. À chaque fois que j'ai une rencontre avec Benoît, ça mérite au plus fond de moi. Il y a je vis des émotions désagréables à chaque fois que j'ai cette rencontre avec Benoît. C'est évidemment faux, tu te douteras. Mais, J'espère. mais c'est des gens qui accueillent l'émotion, sont capables d'aller décortiquer l'émotion qu'ils vivent et surtout d'aller voir c'est quoi le besoin derrière qui est attaché, qui n'est pas répondu. Versus quelqu'un qui a une rigidité émotionnelle, vous vous doutez bien qu'une personne qui a une rigidité émotionnelle n'est pas capable d'écouter ses émotions, prend le nord, prend la panique aussitôt. Derrière ça se trouve un concept que j'aime beaucoup, l'autorégulation. Cette capacité d'accueillir son état émotionnel sans réagir à chaud. Et ça se travaille parce que Bien sûr. c'est quelque chose que j'essaye tous les jours. Je suis jamais, je dirais, satisfait du niveau atteint, mais même cette semaine, quand Fon est venu vers moi cette semaine en me disant est-ce que ça va, des fois il y a des émotions, j'arrive pas à se fond, à se transparaître, alors que j'ai pas envie ça se voit, de hein, les montrer. ça se voit que t'allais pas bien. Et ça se voit. Et ça, J'ai c'est essayé de creuser, quelque hein. chose que j'essaye de travailler tout le temps. C'est comment on peut réussir. Et je parle surtout pour le côté, si moi je suis en panique, j'ai pas envie que ça se ressente sur le reste de l'équipe. Parce que c'est pas ce que je veux. Mais tout ça, ça se travaille et c'est compliqué à 100%. travailler ça. Ben, tu sais, je veux pas vous faire vivre un mauvais souvenir, mais en 2006, il y a eu un événement terrible en France, hein. Il y a eu le coup de boule de Zidane. Ah oui, c'est vrai. Et désolé de vous refaire vivre ça, mais il y a une dizaine d'étudiants en doctorat en psycho qui ont fait leur thèse de doctorat en France sur le coup de boule de Zidane. Ça met beaucoup l'accent sur, dans des moments de crise, est-ce qu'on est capable d'être souple émotionnellement ou on réagit à chaud? Et ils ont découvert, par exemple, dans l'exemple de Zidane, il faut quand même se rappeler, moi qui est fan de football, que dans le même match en finale de Coupe du Monde, à la 10e minute, il nous fait une panelka chirurgicale. Qui touche Ouais, mais lucarne avant de rentrer, hein. un geste chirurgical dans un moment de tempête émotionnelle, il est capable de rester zen, lucide. Et en prolongation, il va infliger un coup de boule au pire moment. Beaucoup de gens vont dire, ouais, mais il a insulté ses sœurs ou je ne sais trop quoi. Il s'est fait insulter toute sa carrière.
Pour moi, c'est un moment où l'amygdale, là, le cerveau émotionnel, a sonné l'alarme et il n'a pas été capable de se contenir. Et l'une des réponses de ces thésards, doc, c'est que si Zidane aurait pris une grande inspiration, il a atteint un deuxième plateau, donc une inspiration à deux volets pourrait inspirer par la suite et libérer. Il y a des grandes chances qu'il n'aurait jamais infligé ce coup de boule parce qu'il aurait créé un espace entre le stimuli et sa réaction. Mhm. Il aurait été intentionnel et il ne l'aurait pas fait. Donc, pour moi, l'une des manières à être plus souple émotionnellement, au-delà d'écouter ses émotions et de se pratiquer à les nommer et à Mhm. décortiquer le pourquoi, c'est dans des moments de tempête s'entraîner Mhm. à faire des exercices d'inspiration, d'expiration. Ça a bien été documenté. Ça crée un espace dans ton cerveau émotionnel et rationnel. C'est quand même capoté. Mhm. Ok. Donc la prochaine fois, Je respire. tu respires avant de me Je répondre. Non, respire. mais c'est Ouais. fou parce que ça fonctionne vraiment. Ok. Mais j'y crois, je le crois C'est... vraiment. Pense à, Mais à quelqu'un qui fait un tir, un penalty au foot. mhm. Qu'est-ce qu'il fait juste Ouais, avant ou c'est un vrai. qui franc? Il Bah, souffle, il prend une grande ouais, Ouais, inspiration et tout puis le il y temps. va. tout le Oui. temps, Il y ouais. en a, c'est inconscient. Il y en a il y a des préparateurs mentaux qui leur disent, tu veux reprendre ton niveau cérébral, il faut que tu crées un écart entre tes émotions et comment intentionnellement ce que tu vas faire. Mhm. Mais maintenant qu'on le dit, ça paraît logique. Et puis oui, bah, du coup, je le ferai. Voilà. Je te dis, c'est un des trucs les plus faciles à mettre en action pour être plus souple émotionnellement dans les moments de tempête. Mhm. Et quand tu as de l'adversité, c'est important d'accueillir toutes ces émotions et non pas de les fuir. Mhm. Et tu vois, je pense que ça peut se faire facilement, je pense, quand tu es en physique, quoi, l'un en face de l'autre. Mais c'est vrai qu'en virtuel, c'est peut-être un peu plus compliqué, non, de demander justement comment ça va à l'autre personne, tu vois, le fait que. Peut-être qu'il Ouais, va peut-être profiter qu'ils soient en virtuel pour échapper, en fait, à cette discussion parce qu'il n'a pas envie de parler. ouais. Je sais pas. Ben, ben là, on parle d'un facteur qui te regarde toi quand tu vis des choses difficiles, là. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est par rapport à toi quand quelqu'un vient te titiller puis qui te fait une microagression puis il s'en rend pas compte ou peu importe quoi. Est-ce que tu es capable de prendre un pas de recul pour ne pas regretter ce que tu vas dire? Hmm. Mais maintenant, si tu veux provoquer un dialogue avec quelqu'un qui semble vivre des difficultés, effectivement, on part de plus loin en virtuel. J'avais lu un papier qui disait que en présentiel, tu as 7 aires cérébrales qui s'activent aussitôt alors qu'on n'a pas parlé encore, alors qu'en virtuel, il y en a un seul. Donc, on n'est pas dans la même interconnectivité, on ressent pas les mêmes choses. On part de plus loin. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est vrai que moi, quand on était en Covid, là, bah, quand il y a eu le Covid, quand même, je pense, on était tous en présentiel et d'un seul coup, on s'est tous retrouvés en virtuel, tous chez soi. J'ai eu pas mal de soucis avec l'équipe où justement on écrivait des messages et ça pouvait être interprété différemment Ah, complètement. selon l'humeur de la personne qui lisait en fait le message. Et j'ai eu désamorcé pas mal de situations parce que la personne je la connaissais et c'était pas méchant ce qu'il écrivait. Mais la personne qui lisait ça était peut-être pas bien à cette époque-là et donc du coup l'a lu comme s'il se sentait agressé. Hmm. Et donc ouais c'était compliqué cette Ouais, période-là ben d'avancer pas là, mal de choses tu quoi. mets en lumière l'autre concept qu'on parle depuis tantôt, l'empathie, parce que pour moi, l'empathie, si, tu sais, chacun a sa perspective, puis ta perspective semble tellement claire, mais le problème, c'est que c'est tes lunettes et non pas les miennes. Ouais. Et je trouve que la plus grande erreur au travail qu'on fait, c'est que dès que le degré de complexité est plus compliqué que on va au McDo, ouais, OK, ça c'est bien sur Team Courriel. Mais dès qu'il y a un degré de complexité un peu plus, on quand même s'attarde à écrire des teams, des textes, des courriels, alors qu'on devrait prendre le téléphone ou aller se voir, Ouais. se lever du bureau. Ça permettrait d'éradiquer toutes ces perceptions erronées. Mm. Je trouve qu'on va trop dans le courriel, dans le message team, alors qu'on devrait prendre le téléphone ou se parler Mm. euh, face à face, et ça éliminerait tous ces biais de perception, là. Ouais. Et c'est que ça joue pas mal ça, hein. Ça a changé pas mal de choses, je pense, Mm. le virtuel plus qu'avant quoi. Tu le vois toi que ça a changé comme ça? Bien Que c'est sûr. beaucoup plus difficile? Bah oui, pour moi, la chose qui est le plus grand enjeu, c'est d'apprendre à reconnecter
Les ados, les jeunes adultes ont désappris en raison de la COVID la connexion humaine. Ouais. Il faut qu'ils réapprennent ça. Dans le top 10 des compétences du futur, le Forum économique mondial a publié quelque chose qui démontrait il y avait 7 compétences sur les 10 qui étaient compétences humaines. L'une d'entre elles, c'était empathie, écoute active. L'autre, c'était la motivation et la conscience de soi pour comprendre l'impact que tu as sur les autres. L'autre, c'était la résilience et la flexibilité cognitive qu'on parlait. Mhm. On est dans ça, là. Pour moi, les compétences humaines, même les compagnies les plus technologiques, ben, c'est leur aspect différenciateur. Quand on discutait la flexibilité puis les facteurs, j'ai lu un livre il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, l'année dernière, c'était Work, Pray, Code, je me souviens plus de l'auteur, mais c'était une journaliste qui avait été dans la Silicon Valley justement sur toutes ces grandes entreprises tech et qui disait les entreprises comme ça avaient un peu une espèce de gourou à chaque fois à l'intérieur et les personnes travaillaient pas là-bas juste parce qu'elles avaient un travail, mais c'était un peu comme dans une secte à s'y reconnecter, elles étaient vraiment connectées à cette entreprise, ils étaient liés comme une religion en fait dans cette entreprise. Et je trouve que ça résonne un petit peu avec l'empathie qu'on retrouve, parce qu'en fait on retrouve ce degré de connexion qu'ils avaient avec leurs entreprises, les grandes entreprises tech, et puis ce dont on discute un peu Hmm. Mhm. ici. Mais c'est intéressant parce que là, tu mets en lumière, on a parlé hein, de quelques facteurs de protection sur la résilience, on a parlé de l'optimisme réaliste, évidemment la flexibilité cognitive, on a parlé même de la flexibilité émotionnelle, mais il y en a un là, qui est extrêmement important, c'est les personnes quand ils vivent de l'adversité ou des intempéries, collectivement ou individuellement, un des facteurs de protection qui aide beaucoup à s'en sortir, c'est qu'ils sont des créateurs de sens. Tu sais, créer du sens. Mhm. Et c'est ce que tu évoques par ton exemple. C'était au-delà du rôle que tu avais, tu avais un sens attribuable à ton travail. C'était pas ce que tu faisais, mais pourquoi tu le faisais. Ouais. Il y avait vraiment de l'espoir derrière ça. D'ailleurs, il y a un sondage Gallup qui vient de sortir, je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment fascinant. 10 ans d'interview, ils ont découvert que le facteur numéro un d'un employé, c'est qu'il veut avoir un leader qui est porteur de l'espoir. Et le deuxième facteur, c'est la confiance, qui pour moi se cultive beaucoup avec l'empathie. Oui. Donc, le sens, être capable de créer du sens. Est-ce que tu as des gens dans ton travail? Tu sais, moi, quand je suis en interaction avec les gens, que ce soit à la pâtisserie en bas, que ce soit au Tim Hortons, que ce soit un entrepreneur, que ce soit chez vous, je le sais très rapidement si la personne est là parce qu'elle doit être là ou parce qu'elle veut être là. Et pour moi, la personne qui veut être là, elle attribue plus de sens à ce qu'elle fait. Mhm. Ouais, c'est sûr. Et comment tu le vois, ça, toi? Ben, c'est très facile. Euh, la nature du dialogue, la capacité à faire un peu plus dans sa prestation de service, dans sa posture, dans son regard, euh, dans son énergie, dans sa résonance. Mhm. Tu le sens très rapidement. Quand quelqu'un, puis c'est pas un fleuve tranquille, hein, j'ai parlé de devoir versus vouloir. On peut se trouver dans le spectrum à différents niveaux selon Mhm. notre Mhm. énergie et tout. Mais personnellement, quand quelqu'un est là parce qu'il aime et parce qu'elle attribue, parfois c'est moins aimer, mais c'est plus par rapport au sens qu'elle y attribue. D'autres fois, c'est les deux. Mhm. Moi, j'ai la chance de faire un métier dans lequel je suis passionné, je le ferai sans être payé. Euh, Puis j'y attribue beaucoup de sens parce que j'humanise un peu, soit-il, le monde dans lequel je me trouve. C'est Mhm. extraordinaire. Ouais. Mais je l'ai trouvé. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Fait que ça, c'est un autre facteur de protection extrêmement important et c'est aussi porteur d'espoir. Ouais, Mhm. Fait que je trouvais ça important de vous le souligner. Non, non, c'est sûr. c'est vrai. Mais Ouais. c'est important, hein. Mhm. Et de toute façon, c'est pour ça que s'intéresser à l'humain et tout ça, c'est quelque chose vers où on veut aller aussi. Et on sait que ça, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Ben, sinon, les gens, c'est chacun pour soi Ouais. et la loyauté s'effrite aussitôt. Ouais. D'ailleurs, il faut que je vous pose la question. On a parlé de plusieurs facteurs de protection, mais je ne vous ai pas parlé du plus important qui est très aligné avec l'empathie,
qui, lorsque tu vis une merde épouvantable, que ce soit un trauma, le deuil de quelqu'un, la maladie d'un de tes gamins, gamines, ou tout autre contexte, épuisement professionnel, ou au travail, la perte d'un contrat épouvantable, peu importe. Mhm. Le facteur numéro un de protection, au-delà de tous ceux qu'on a mis, savez-vous c'est lequel? C'est le plus sous-estimé. Après, je sais qu'il faut être bien entouré pour. Tu as mis en lumière exactement le facteur numéro un. C'est qu'on sous-estime à quel point le lien social autour de nous, la solidité du lien. Mhm. Quand la merde prend, est-ce que on parlait de notion de tuteur. Ouais. Moi, par exemple, quand j'ai perdu mon frère dans un accident tragique, c'est sûr moi j'ai eu de l'aide psychologique, j'ai eu de l'aide. Et aujourd'hui, dans ma vie, j'ai une tutrice. Moi, je suis entrepreneur et je me suis rendu compte que ma tutrice, c'est mon épouse. Quand je suis insécure, c'est vers elle que je l'appelle quand je suis très stressé. Elle dit, oh purée, là, toi, t'es stressé, hein. Autrement, je la texte tout le temps avant une conférence. Et je me suis rendu compte que puis j'en ai 2, 3 comme ça, hein. Selon le contexte, je sais à qui me référer. On a tous un tuteur. Et ça, c'est une chose. Quand on est anxieux, quand on a une décision importante à prendre, c'est important d'avoir un tuteur, une tutrice, une personne qui t'aligne, qui te sécurise, qui te donne confiance. Ça, c'est un. On peut appeler ça des mentors. Moi, j'aime mieux appeler ça tuteur, sur le concept de la résilience, mais aussi la solidité du lien qu'on a. Extrêmement important. Et à l'aube de 2026, à l'ère de 2026, la solidité du lien en a pris un coup, hein. Donc, c'est important. Les organisations qui se démarquent aujourd'hui, c'est des organisations où le lien est fort, où ils investissent sur le lien. Ouais. Exact. C'est ce qu'on essaie de faire chez nous à Sensi, hein, c'est de créer du lien entre ceux qui travaillent pour nous et à Sensi, qui se sentent bien chez eux, quoi, en fait, quoi. Et, on sait que c'est les meilleurs collaborateurs chez nous, c'est ceux qui se sentent vraiment dans la famille Asensi, qui vont s'investir plus, qui vont vouloir faire plus, etc. Ouais. Alors, les meilleurs, les plus investis. Les plus investis, ouais. C'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'on travaille aussi, quoi. Ouais. Bah, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant que nous deux, on est au bureau beaucoup. Ouais. Et puis, on s'est attaché à ça, à être proche un peu de nos collaborateurs quand même. Ouais. De les faire venir avec nous au bureau, de partager. Mais il faut quand même, Cam et Benoît, dire que... Est-ce que vous savez combien d'heures en moyenne un être humain va travailler dans une vie? Beaucoup, je pense. Donnez un chiffre comme ça. Vous en allez termes d'heures. En termes d'heures. Ouais. Ouais, un petit 30 000, 40 000 heures peut-être? 120 000. Ouais. 120 000? Ok, les 120 calculs étaient 000 pas heures, bons. ok. 120 000 heures. Donc, pensez-y. On passe le plus de notre temps au travail. Ouais, exact. OK? Ah, ça, on le sait, ouais. Et il y a une des plus grandes recherches sur les relations humaines ont décodé que la solidité du lien est ce qui nous protège le plus, qui nous permet de vieillir en bonne santé physique et mentale. Ça, c'est un. Mais deux, ils ont découvert qu'au travail, les gens qui sont plus épanouis sur ces 120 000 heures, ils ont corrélé avec 2 choses. Tous ceux qui ont été épanouis et qui ont vieilli en meilleure santé physique et mentale avaient un ami significatif au travail. Ouais. Et dans le lot de personnes, quand on saute le terrain, qui ont un ami significatif, on retrouve qu'il y a juste 30% de la population au travail qui ont un ami significatif au travail. Donc, ce 30%-là sont plus loyaux et n'osent pas quitter le navire aussitôt parce qu'il y a un lien très fort. Exact. Fait qu'on s'est rendu compte, fait qu'il y a 70% qui n'ont pas de lien affectif fort au travail. Okay? Mais ces 30%-là, c'est ceux qui ont aussi attaché au-delà du lien affectif fort, ils ont aussi, et c'est ce que la documentation nous amène à penser, au-delà d'avoir un ami significatif, ils sont des êtres véritablement curieux, curieuses. Curieux, curieuses des autres, mais curieux, curieuses de toujours avancer et progresser dans la nature de leur fonction, dans les compétences qu'ils développent. Ils sont curieux de tout. Ils appellent ça une curiosité radicale. Ça, c'est toi, ça. J'allais dire, je pose des questions tout le temps, je veux tout savoir. Donc, exact. Mais moi, ce qui m'a fait flipper de ces recherches-là, c'est que tu as juste 30% des gens qui ont un lien
solide au travail. Puis c'est pas de dire, faut que tu aies un meilleur ami au travail, hein, mais faut que tu aies quelqu'un que tu te marres, que tu as du plaisir, Je le Mm. comprends. que Parce que bah là, j'ai Comfone avec moi au travail. Avant qu'il y ait Comfone, j'avais quand même une personne. Et c'est vrai que dans mes expériences, j'ai toujours eu une personne à qui me rattacher. La personne où le matin, t'arrives, t'as envie de dire, ah bah, T'es celle content de où venir, quoi, en fait, quoi. t'as on pas a de une vraie masque. Ouais, c'est empathie ça. sans y Ouais, réfléchir. c'est ça. Ouais, tu peux dire, fous-moi la Exactement. paix, j'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Exact. Tu vois, Mm. tu peux être confortable dans le silence et c'est pas malaisant. Mhm. Tu peux raconter une connerie et te la déposer à avoir du plaisir. Exact. Être naturel, en fait, au boulot, comme ouais. Mais les gens sous-estiment la grandeur de ça, Mhm. d'avoir un ami. Puis souvent, il y a un mythe qui s'installe, là. Faut surtout pas avoir d'amis au travail, surtout quand tu es un leader. C'est de la foutaise. Non. C'est Un lien, c'est pas d'avoir le meilleur ami au travail. Si ça se trouve, tant mieux. Un lien affectif fort. Mhm. exact. Et ça, en France, j'en décoiffe, hein, parce qu'il y a beaucoup, je donne beaucoup de conférences en France, puis ben, souvent, il y a le côté hiérarchique tellement plus prononcé qu'ici. Et même à ça, c'est vrai partout. Mhm. Mais il y a un lien amical plus fort en France, des fois, je trouve, par rapport à, je sais pas, le côté social Mhm. qui est plus prononcé, je trouve, en France qu'au Québec. Ah ouais? Ouais, tu trouves? Ben, il y a le côté communautaire, le côté, on, on est plus honnête, je trouve, en France qu'ici. Ici, on est gentil, on veut Mhm. pas blesser, on, alors qu'en France, dans la spontanéité, on se dit les choses brutalement parfois. Ok. Après, on est dans une boîte avec beaucoup de Français, donc c'est vrai que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est Non. Français, et du coup, on agit peut-être comme ce que tu décris Ouais. là. En tout cas, moi, c'est mon diagnostic, hein. Ouais. Oui, oui, oui. J'ai fait des études en France, j'ai fait des études ici, j'ai vu aussi que on n'est vraiment pas pareil, là. On n'est Mhm. pas. Et c'est ça la beauté. Moi, j'aime beaucoup, j'admire beaucoup chez les Français leur esprit critique, vaillant. Mhm. Des fois, c'est exagéré, Ah hein. oui, des fois c'est Mais exagéré. c'est une belle qualité. Ouais. Chez nous, on n'en a pas assez. Ouais. On est trop gentil, on veut pas te bousculer, parfois on se développe pas cet esprit qui est si important. Euh, Moi, j'ai beaucoup appris en France là-dessus. C'est Ok. marrant parce que j'avais là plutôt, enfin, ça rejoint ce que tu dis, l'esprit de on est trop gentil, on veut pas bousculer ici. Mais à contrario, ici, j'avais moins peur de faire des erreurs qu'en France. Ouais, Parce c'est qu'en tout à France, tout de fait. suite, dans la spontanéité, Mm. on va le reprendre. C'est que c'est pas facile à accepter. Alors qu'ici, j'ai été plus accompagné, j'ai eu Très l'impression. bon point et c'est vrai, parce que tu sais, ici, on est plus confortable avec un mot que j'affectionne particulièrement, le mot vulnérabilité. Mhm. On n'a pas de problème ici à assumer une erreur et le leader, si ça se trouve, et il a le bon chapeau du leader, il va saluer la personne qui la met en lumière, cette erreur, qui va être l'apprentissage des autres. En Mhm. France, on va plus avoir tendance à la cacher en dessous du tapis de Ouais. peur de représailles Ouais. avec l'autorité morale. Mais comme l'autorité morale ici, c'est plus ligne, horizontale, ben on a moins cette peur de partager une erreur. On est confortable avec l'imperfection, on la Mhm. tolère, voire on la célèbre. Moi, le mot vulnérabilité, quand je donne des conférences ici, je peux me gâter. En France, je me garde beaucoup de gêne parce que je suis pas à la même place, là. Mhm. Mm. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Dire j'ai besoin d'aide, pour moi, c'est une grande qualité quand le leader est capable de l'accueillir sans jugement. Mm. Oui. J'ai besoin d'aide en France, ça Ouais. peut être. Ici, c'est plus simple, hein. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'aspects culturels derrière ça, mais je trouve que ces deux cultures ont tellement à apprendre l'une de l'autre, c'est pour ça qu'on est Oui. cousins. Ouais. On a la même langue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent Beaucoup, entre énormément. la culture. Euh, pour conclure, je voulais lire un petit passage. Je t'ai dit, j'ai commencé Ouais, à cool. lire ton livre et juste ça arrive à la page 13. Ouais, Ça arrive super vite. Quelque chose qui, qui t'a voilà, interpellé. qui m'a interpellé, qui nous pousse à continuer le livre. Et pourtant, c'est écrit en guise d'introduction à ce livre, je vous lance un quintuple défi et vous fais une double promesse. Soyez plus confiants, soyez plus empathiques, soyez davantage à l'écoute, faites preuve d'altruisme, soyez attentifs aux gestes que vous posez envers autrui.
Vous serez ainsi plus heureux au quotidien et vos actions seront contagieuses. Mmh. Je pense que Ouais. ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire là. Et ça arrive juste au début de ton livre. Ouais, c'est pour Mais titiller les c'est gens, ça. hein. Et donc, Mais merci, puis je trouve qu'on sous-estime beaucoup chacune des petites choses. mm, C'est ce qui nous rend le plus heureux. C'est ce petit café entre Cam et Ben mm, qui se marre, c'est cette poutine une fois par 2 semaines qu'on consomme, c'est mm. l'appel avec la mère une fois de temps en temps. C'est toutes ces petites choses qui nous créent beaucoup plus de bonheur que les grandes choses. C'est pas l'intensité, mais la multitude de ces petits plaisirs qu'on multiplie. Ouais, exact. Fait que bref. Ben, merci de Merci à l'invitation, les toi. gars. Ouais, merci Merci. d'être venu Franchement, c'est surtout. super intéressant. Merci. Et Merci. ouais, merci beaucoup d'être venu. Vraiment, vraiment. On Merci. te Tu veux que je remercie. ferme ça comme ça, là? Allez, on peut fermer ça comme ça.